Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. Appelons ça la grâce ou la magie ou le charisme, une façon de faire l'acteur sans qu'on voit les ficelles. Une intensité, une facilité, mais aussi une justesse et au bout du compte, une émotion. C'est étrange, un grand comédien. On ne sait pas comment ça marche, ça fonctionne ou pas, c'est crédible ou non. Patrick Devers aurait 70 ans ce 26 janvier, mais comme il a disparu en 1982, il n'a pas vieilli, ses films non plus, et son jeu encore moins. Devers est mort et Gérard Depardieu a continué tout seul. Préparez vos mouchoirs. Nous évoquerons ce matin la figure iconique, magique, mythique peut-être de Patrick Devers. Jacques Chirac, prix Nobel de la paix. Drôle d'idée pour un président retiré des affaires depuis 2007 et aujourd'hui diminué. Que se cache-t-il derrière cette idée lancée par quelques amis? Et puis Jules Verne avait vu trop large. Le tour du monde est bouclé en 40 jours. Francis Joyon est attendu au large d'Ouessant ces prochaines heures. Il est arrivé précisément même à 8h49. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, refrain connu. Bonjour Anne Fulda. Bonjour. Je vous ai lu hier dans le Figaro et c'est vous qui annonciez cette information incroyable. Jacques Chirac pourrait être prix Nobel de la paix, mais prix Nobel 2017 ? Alors, on ne sait pas, parce qu'après c'est au comité du prix Nobel de décider s'il l'attribue dans un premier temps et quand. C'est pas obligatoirement là. Donc effectivement, c'est un groupe d'amis de chiraciens fidèles qui ont déposé lundi, un dossier de candidature pour que Jacques Chirac puisse obtenir ce prix Nobel de la paix que d'autres chefs d'État ont déjà eu avant lui. On en parlera évidemment tout à l'heure. Rémi Pelletier à 8h49. Spécialiste de la voile, Francis Joyon est arrivé. Trophée Jules Verne, mais on bat des records toutes les semaines. C'est le fabuleux hiver de la voile, après Thomas Coville en solitaire en 49,3, 49 jours et 3 heures. Armel Leclerc dans le Vendée Globe en course, en monocoque 74 jours. Là, c'est 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Ils explosent de 5 jours le record de Loïc Perron qu'il détenait depuis 2012 sur Banque Populaire 5. Donc là, Idexport, le trimaran rouge et gris qu'on verra tout à l'heure sur les images, est un bateau extraordinaire sur lequel Loïc Perron avait lui-même gagné la route du Rhum en 2014. Alors, programme éclectique, c'est la base de notre émission chaque matin, l'heure des pros. Olivier Benkemoun, oui. C'était votre grand jour hier. Les Césars, alors ils se sont trompés manifestement. Olivier, ils ont tout mélangé, la remise des prix. L'informatique, oui, mais bon. C'est la découverte des enveloppes. Je vous en parlerai si vous voudrez. Pauvre à l'interdit. Vous n'avez pas connu Patrick Devers? Non. Vous étiez trop jeune? Non. Bien évidemment. Si, quelques années, je ne suis pas si jeune que ça, Pascal. Enguerrand Guépi est là. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit c'est un roman? C'est un roman. Ça s'appelle Un Fauve. Alors c'est marrant parce que vous dites que Devers est un fauve. C'est vraiment pas l'animal auquel je l'aurais comparé immédiatement, un fauve. Nous en parlerons. Je trouve qu'il a un côté comme ça à la fois. Comme chat, vous alliez dire d'ailleurs. C'est très révélateur. Le ronron et le coup de patte. Je trouve que ça lui correspond parfaitement, à mon idée. Mais... Et puis, Bertrand Blier. Bonjour. Bonjour. Vous avez tourné 3 films avec Patrick Devers, Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Beau-père. 3 films très différents d'ailleurs. 3 films réussis, 3 films sublimes qui sont dans la mémoire du cinéma. Les Valseuses, c'est un film iconique pour toute une génération. C'était interdit aux moins de 18 ans, Les Valseuses. Absolument. Et on parlait tout à l'heure donc de l'émotion de Devers. Lorsqu'on voit Devers, on a l'impression que c'est la première prise, que c'est facile, qui fait ça immédiatement, j'allais dire sans travailler. Est-ce que c'est une réalité? Un peu, oui. Il était très doué, donc les acteurs très doués, ils n'ont pas besoin de faire 14 prises. C'est le metteur en scène, souvent, qui comprend rien, qui a besoin de faire répéter les acteurs. Mais lui, c'était la deuxième prise était la bonne. Il arrivait pour tourner un plan. Avec moi, en tout cas, il me disait toujours, Bertrand, j'ai une idée. Je vais te la proposer. Tu vas me la refuser. Et après, tu me diras ce que tu veux. Alors, il me proposait un truc qu'il avait gambergé au maquillage, qui était le contraire de ce qu'il fallait faire. Et après, je lui disais, tu fais ce qu'il y a dans le scénario. Voilà, il le faisait. Il n'y avait pas 2 prises. Mais alors, comment vous expliquez que ce qu'il propose, c'est jamais juste? Il était un peu tordu. Il cherchait un truc d'acteur. Il était comme ça. Il fallait qu'il ait une proposition. Donc, c'est-à-dire que, et c'est une réflexion sur les acteurs, en fait, c'est vous qui faites l'acteur. Non, mais c'est rare. Des acteurs qui arrivent en disant j'ai un truc à te proposer, c'est rare. En général, ils arrivent flasques, vides. Il faut les remplir, il faut les gonfler, il n'y a pas ce côté... je crois que ça lui venait du café-théâtre et
de cet esprit d'équipe dans lequel il avait nagé, qui n'est pas du tout le même au cinéma. Parmi tous les acteurs que vous avez dirigés, est-ce que vous diriez que c'est un des comédiens qui produit le plus d'émotions? Et moi, je peux le comparer parfois chez les femmes à Romy Schneider. Et surtout, on ne voit rien, quoi. On ne voit pas les ficelles. On a l'impression que c'est absolument pas fabriqué. On peut le comparer aussi à Annie Girardot. Il y a des acteurs comme ça qui savent fabriquer de l'émotion. On appuie sur un bouton et on a les larmes. Donc il y a Romy Schneider, chez les hommes il y a Patrick, il y en a eu d'autres. Hein. Et il n'y en a pas tant que ça. Mais Patrick en effet avait cette qualité-là. Et il y a un film dans lequel il a tourné avec un film d'Yves Boisset qu'on ne voit pas assez souvent. C'est le shérif, le juge Feuillard et le shérif. La clé sur la porte. La clé sur la porte. Avec Annie Girardot justement, qui est un film. Il y a une scène extraordinaire où Annie Girardot et Patrick sont dans une voiture tous les deux. Lui, il fait le médecin qui est venu soigner les mômes dans la nuit. Et tout d'un coup, le désir s'empare d'eux, mais d'une manière très trouble. Et ces deux acteurs-là, qui sont les plus émouvants du monde, commencent à se regarder, à se dire, on va peut-être se rouler une petite pelle. C'est fabuleux, c'est inoubliable. Les Valseuses, c'est un tournage mythique, c'est un film mythique. Sur le tournage, Depardieu et Devers, ils sont, j'allais dire, barrés ou ils sont faciles à canaliser? On peut pas dire facile. Barré, je sais pas, mais bien allumé, oui. Mais toute l'équipe. Et entre Devers et... Moi, j'étais sérieux, mais j'étais un peu plus âgé que tout le monde. Et donc, je tenais la baraque, mais autour, c'était quand même... Entre Devers et Depardieu, il y a une compétition? Au départ, non. Mais après, peut-être un peu, oui. Quand ils ont pris le pouvoir, parce qu'il y a eu un moment, ils ont pris le pouvoir, tous les deux. Et ils avaient tous les projets de films passaient soit par Depardieu, soit par Patrick, et ils se téléphonaient entre eux. Et 80. Oui, ils se téléphonaient entre eux, ils se repassaient les scénarios, etc. Gérard prenant les meilleurs et laissant les autres à Patrick. Donc il y avait... Les meilleurs, attendez, Série Noire par exemple, il est pour Devers. Oui, mais on l'a pas proposé à Depardieu. C'est pas passé par chez Gérard. Sinon, il l'aurait pris. Et pourtant, c'est l'antithèse, ces deux comédiens. Depardieu, acteur naturel, qui arrive comme ça, qui n'a pas fait d'études, etc., qui a appris la comédie dans la rue en quelque sorte, et Devers qui commence à 4 ans sur scène. Il faut le rappeler parce que sa maman avec une enfance compliquée visiblement, oui. Un rapport à sa maman compliqué qui s'appelle Maud Morin, qui est une grande famille de comédiens. Il a eu une enfance sur laquelle je ne m'exprimerai pas parce que j'ai eu les confidences de Patrick. Donc j'ai des secrets que je ne peux pas délivrer, mais c'est son enfance qui explique sa fin. C'est que ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est quand même, c'est qu'il avait un papa biologique, il l'a pas reconnu et qu'il a changé. Non, ça a été c'est un oui, c'est connu. Enfin, les choses dures qui concernent Patrick dans la biographie que Christophe Carrière lui consacre en 2012 aborde certains sujets difficiles, donc on peut s'y référer. Mais pour rebondir sur ce que disait Bertrand Blier, Devers, oui, je crois que Claude Sauté pleurait sur Un mauvais fils après certaines prises. Et Alain Jessuat, que j'ai rencontré, m'a confié que Devers... Paradis pour tous. Paradis pour tous, donc son dernier film à Patrick Devers, que c'était le comédien le plus grand qu'il avait dirigé. Et il en a dirigé de longs, ça. Et dès que Devers, c'était dans ce qu'il proposait, c'était toujours extraordinaire. Enguerry Guépy, un fauve. Donc vous êtes vraiment dans le cerveau de Patrick Devers dans ce roman. Le projet que vous avez, qui est pas facile, c'est de raconter les dernières heures, parce que les dernières heures, alors on s'en souvient, ma génération s'en souvient. Il prépare le film de Lelouch, il va jouer le rôle de Marcel Cerdan Junior. Il fait des essais. Ces essais, on les connaît d'ailleurs. C'est dans le bois de Boulogne. Et puis il rentre chez lui et il va se suicider. C'est incroyable, avec la carabine que lui avait offert Coluche. Et Coluche était parti avec son épouse. Après, voilà, on sait que, alors on va refaire le pitch. On sait que ce matin-là, Patrick Devers fait les essais costumes avec Claude Lelouch et l'équipe d'Édith et Marcel, donc le film que Lelouch va consacrer le biopic entre guillemets entre la passion amoureuse entre Cerdan et Édith Piaf, avec donc Devers qui jouant Marcel Cerdan et Elvin Bouix jouant Édith Piaf. Tout se passe bien, on peut voir sur les images d'archives que Patrick Devers tient une forme exceptionnelle.
Et puis, il va avoir un repas, un coup de téléphone dont on ne sait pas très bien si c'est Patrick Devers on l'appelle ou si c'est lui qui appelle, peu importe, à la limite. Et on sait qu'à 15h30, il se suicide. Il rentre chez lui, il se suicide, donc impasse du Moulin Vert. Et voilà. Et on a tous été marqués. En tout cas, moi, j'avais 8 ans. C'est quelques jours d'ailleurs après France-Allemagne à Séville. Oui, c'est un autre drame. C'est le drame. Non, mais ces deux événements vont se télescoper effectivement dans la mémoire collective. Et il en reste. On est en 1982. Et je pense que alors moi je suis qu'un enfant et je pense que Bertrand Blier va en parler mieux que moi. Moi j'ai été marqué comme si c'était quelqu'un de ma famille qui partait. Bah, c'est le principe du comédien. Souvent on a un rapport un peu irrationnel avec lui. J'ai eu un choc et à partir de ce jour-là, Patrick Devers est rentré dans mon cœur et il y est resté. Et ce livre, le point de départ de ce livre, pour moi en tout cas, c'est ça. Et plusieurs fois j'ai voulu faire le sujet différemment. Parce que c'est un roman, hein, c'est mon Devers, hein, attention, c'est une interprétation. Mais j'ai pas réussi à faire autrement qu'affronter ce dernier jour. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le comédien est dans mon cœur, mais est-ce qu'il faut justement, Bertrand Blier, que les comédiens, j'allais dire, ne pas y toucher, les laisser sur pellicule, ne pas essayer de les rencontrer, et qu'ils vivent dans nos cœurs, dans nos imaginations, sans être confrontés à leur réalité, à la réalité de prendre un verre avec eux, par exemple? Moi, je suis obligé de les rencontrer. Oui. Je suis même obligé de prendre des verres. Oui. Qui parfois est dangereux. Mais je parle du spectateur, là. Vous comprenez la question? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être déçu parfois dans la réalité, dans leur vie d'à côté? On peut être déçu comme on peut être déçu par tout le monde. Regardez les hommes politiques, parfois ils nous déçoivent. Oui, mais ça, on le sait. On le sait. C'est juste qu'un comédien, je veux dire, la différence, c'est entre ce qu'on a projeté et puis la réalité. Non, mais il y a des acteurs décevants, et puis la plupart sont quand même des gens assez fascinants. C'est leur métier, c'est de fasciner. Donc dans la vie, il en reste quelque chose. Est-ce qu'il faut être intelligent pour être un grand comédien? Bonne question. Quand on dit bonne question, c'est qu'on n'a pas envie de répondre. Joker. Alors je vais la poser différemment. Est-ce que ça sert de ne pas être intelligent pour être un grand comédien? Est-ce qu'il ne faut pas être trop intelligent pour être un grand comédien? Je pense qu'une certaine dose de conneries facilite le travail. Ça dépend, parce que ça dépend dans quel cinéma on se situe. Le cinéma en France, notre cinéma, dont on est si fier, il repose quand même sur le déconnage, sur l'humour, et donc les acteurs n'ont pas besoin de comprendre, puisque c'est drôle. Et moins ils comprennent, plus ils sont drôles. Alors qu'un acteur très intelligent, ça va en Suède. Chez Bergman, par exemple. Par exemple. Mais il y a un texte aussi chez Bergman. Oui, c'est sublime. Mais c'est pas les mêmes acteurs et c'est pas le même cinéma. Il est mort à 35 ans. Comment il aurait évolué? À mon avis, il aurait fait une carrière phénoménale. Et je lui avais dit d'ailleurs, tu n'as pas de souci à te faire. Il n'avait aucun souci à se faire, il avait 4 ou 5 films à tourner au moment de sa mort. Donc, je pense qu'il aurait pu faire une carrière à la Marcello Mastroianni, c'est-à-dire comme finir dans des rôles de type âgé, de mec âgé, encore un peu leste de la main, etc. Il aurait grossi comme Depardieu? Non. Il aurait pris un peu quand même. Mais pas autant. Parce que personne ne peut grossir comme Depardieu. C'est un couple, hein, Depardieu. Alors vous l'utilisez dans Les Valseuses. Vous l'utilisez également dans Préparez vos mouchoirs, où ils sont tous les deux. Oui. On parle d'ailleurs de Mozart, qui est mort à 39 ans. Il y a une scène célèbre avec Serrault. Et c'est quasiment l'âge de Devers. C'est prémonitoire, ce qu'il dit dans Préparez vos mouchoirs. Oui, personne ne le savait, hein. Mais il parle de Mozart, il dit, regarde, ce type, faut mourir avant 39 ans, faut mourir avant 40 ans, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui lui arrivera. Oui. C'est un hasard. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes sensible, Anne Fulda, à Patrick Devers? Les premiers films que j'ai vus de lui, c'est pas Les Valseuses, c'est Série Noire et Beau-Père, et ça a été un coup de poing dans la figure, quoi. C'est-à-dire que c'est telle émotion pure, une hyper-sensibilité comme ça, un homme à fleur de peau. Moi, j'étais extrêmement touchée par ce jeu qui
qui était nouveau, quoi. Oui, c'était de l'émotion pure, et puis on sentait les failles, on sentait les plaies, on sentait les bosses, et c'est ça qui rendait cet acteur tellement attachant et touchant, je trouve. Alors, on peut pas montrer trop d'extraits, et pas d'extraits du tout, même, parce que c'est très compliqué avec les droits. Mais moi, je le dis. C'est cher. Oui, c'est cher. Mais je le dis à tous, et notamment à la jeune génération, regardez la scène d'ouverture de Beau-Père. Ouais. Oui, au piano. Au piano. Bien sûr. Qui est peut-être je sais pas ce que vous en pensez, qui est peut-être une des plus belles scènes que vous ayez tournées, filmées. J'ai le droit de dire ça? Ah, vous dites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas le droit de dire ça. Mais vous, par exemple, Parce que j'en vous sais regardez rien. vos films? Non, jamais. Jamais? Enfin, de temps en temps, je fais le point. Parce que de temps en temps, j'ai envie de me dire, est-ce que ce film-là, c'est vraiment de la merde ou pas, quoi. Alors, je le regarde ou j'en regarde une demi-heure. Oui. Mais Beau-Père, quand vous le regardez, vous vous dites pas, tiens, j'étais fort, là. Sur l'ouverture, sur la scène d'ouverture, oui, on s'est bien débrouillé. Là. Ouais. Elle est magnifique, c'est une scène. On s'est bien débrouillé. Revoir. Ouais. Cette scène-là, moi, je suis fan de cette scène. Enfin, je suis fan. Bien sûr. De tous les films avec Devers et notamment ceux avec Bertrand Blier, mais c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Puis là, il s'est pas disputé avec Depardieu, puisque le rôle était écrit pour lui. Hein. Voilà, il n'y a pas de Depardieu, il y a Nicole Garcia, qui est formidable, il y a Maurice Renet. Oui. C'est quasiment son dernier film. Oui. Ils se battent à un moment, Oui. tous les deux, et c'était très difficile parce qu'on savait que Maurice Renet était atteint d'un cancer et qu'il tournait sans doute son dernier film. Donc pour la bagarre, c'était quand même... la direction d'acteur était difficile. C'est lui qui joue du piano, Patrick Devers, dans cette première scène? Il a joué, oui. Et elle est faite... Non, mais il joue bidon, il Oui. est doublé, mais pas toujours, parce qu'il a beaucoup travaillé avec un professeur japonais qui venait tous les matins au studio l'emmerder pour le faire travailler, pour qu'il ait les positions. Parce qu'il savait jouer du piano, mais très mal. Donc il apprenait les positions sur le clavier. Et après, on lui mettait la vraie musique. Il y a un truc qu'il savait pas faire, par contre, c'était jouer au foot. Je crois que ça, le football, ça c'était... Et vous dites ça à juste titre parce que vous parlez de coups de tête. Oui. Et moi, j'ai eu des longues discussions avec Giroud. La fois où il marque le but, ils lui ont fait répéter toute la nuit. Oui. Et c'est, je crois, Lucien Denis, qui était un joueur d'Auxerre, qui était sa doublière. Mais coup de tête, pareil, qui est pas, j'allais dire qu'il y a un petit film, mais c'est pas péjoratif du tout de dire ça. Mais c'est un film merveilleux. D'abord, c'est le meilleur film sur le football. Et là encore, vous avez cette émotion qu'il produit, et un comédien, c'est quand même ça, cette capacité à produire de l'émotion. Oui, sur une bonne histoire aussi, sur un drame, hein, parce qu'au départ, on a un drame. Scénario de Francis Weber. Hein. Ouais. Il a été génial dans le film de Claude Sautet, dans le Mauvais Fils. Un Mauvais Fils, Quand il il est- arrive au début à l'aéroport, Ouais. il porte tout le film sur le dos. Là, c'est il est, fantastique. Mais il est extraordinaire. Hein. Quand Mais- on voit Série Noire et qu'on enchaîne derrière un Mauvais Fils, parce qu'ils sont pas du tout là pour le coup, il est pas dans le même registre. C'est incroyable de voir la palette qu'il avait. Il pouvait tout jouer. Il pouvait faire du jeu juste, c'est-à-dire très, vous voyez, et en même temps du jeu exalté, passer à des choses très intériorisées. Franchement, regardez Un Mauvais Fils, regardez quand il est en train de ranger les livres avec Brigitte Fossey, regardez cette scène, regardez Jacques Dufilo, Jacques Dufilo, génial. Ouais. qui est absolument qui est un libraire Dussard. ancien. Dussard. Voilà, quand ils partent avec la Mercedes ou une voiture décapotée le week-end. Regardez la scène avec Yves Robert. Ah oui, qui est formidable aussi. la gifle, la fameuse gifle. La fameuse gifle, Oui, etc. Où, à un moment, il lui propose d'aller... Oui, alors là, oui, deux occasionnels. Un Mauvais Fils. Vous regardez pas vos films, mais ça vous arrive de regarder les films des autres? Non, de temps en temps, quand je suis très déprimé, je me mets Série Noire. Comme ça, je suis encore plus déprimé. Non, mais alors là, oui, mais ça, c'est pour s'achever. Ça, c'est... Corneau, d'ailleurs, qui a peut-être pas la place qu'il mériterait dans le cinéma français. Il a une bonne place quand même. Hein. Il a fait une carrière magnifique et il laisse des films qu'on n'oublie pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas forcément le cinéaste qu'on cite. Parce qu'il a mélangé les genres, il a manqué un tout petit peu d'opiniâtreté par rapport à son ego. Et puis il a fait quelques trucs ratés, ce qu'on a tous fait. Et lui, il ratait bien. Vous ratez moins bien. Si, moi je rate bien aussi, mais Non. Vous tournez toujours. oui, je vais tourner. C'est un peu ralenti là, c'est normal. Bon, vous pourrez vous revoir, alors vous pourrez revoir Merci la vie, que certains n'aiment Merci. pas forcément la première fois, mais qu'on peut aimer 10 ans plus tard. Voilà, celui-là j'aime bien le revoir. Oui. Qu'on peut comprendre même 10 ans plus tard, qu'on voit pas... Il y a des films qu'on n'a pas besoin de comprendre.
J'ai compris le message. Bon, une virgule, et nous reprenons la discussion. On parle de Patrick Devers ce matin, entre autres. Olivier Benkemoun, Oui. c'était donc les Césars hier. C'est Alors vrai. bon, vous vous intéressez aussi, par exemple, vous allez voir les films de l'année? Vous allez en J'ai salle le les carton, voir? Non, j'ai le carton. Donc vous les voyez? Oui, Franz, j'en vous vois avez aimé quelques-uns. par exemple Oui, de c'est vos pas ans? mal. Je l'ai vu jusqu'à la fin. C'est rare Il a du qu'on- talent, ce crétin d'Ozon. Oui. Ah, oui. Ah oui. Et puis il s'amuse, Ozon, il touche à tous les gens. 11 nominations pour France. Oui. Même, ce qui est pas mal. Il y a 11 nominations aussi pour Elle. Ça, c'est les deux films qui sont, voilà, égalité au coude à coude. Ouais. Elle, avec évidemment l'incontournable Isabelle Huppert. Alors Isabelle Huppert, vous pourrez lui Qui a consacrer pas aussi une émission. tourné, hein. Isabelle Huppert. Si, Les Valseuses. Moi, j'ai tourné oui, avec elle a elle, tourné j'ai Les tourné. Valseuses, mais après, vous l'avez plus On a fait un film illustre qui s'appelle La femme de mon pote. Ah, la Bien femme sûr, de mon pote. bien Avec sûr, Coluche. bien sûr. C'était le film que je devais faire avec Coluche Voilà. et Patrick. Voilà. Et Miu Miu. Exactement. Mais celui-là, c'est Non. pas le On n'a pas film, dit non, Miu Miu. c'est pas forcément le plus réussi. Il n'a aucun intérêt. Bon, elle est pas là. ça non Sinon, on plus. dépensait beaucoup de l'argent de Claude Berry, qui était le producteur. Elle mérite son Golden Globe, elle mérite d'aller aux Oscars. Ah, j'en sais rien. Ah bah si, vous savez. Non. Mais je ne sais pas qui y a en face. J'ai pas. Pour le- Bah, il va pour vous les- dire pour les- justement qui y a en face. pour les Césars, Regardez pour les Oscars, les parce que- meilleures Pour actrices. les Oscars, il y a du monde. Oui. Mais alors pour les Césars, regardez, il y a Marion Cotillard, Virginie Efira, Marina Foïs, Sids Babette Dunsen et Choco. Oui. Ah bon, elle est quand même la Chemla, favorite. j'ai voté pour elle. C'est pour Hein D'accord. Et puis, meilleur comédien, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé également, parce que la compétition est plus serrée. Vous allez toujours retrouver Fabrice Lucchini, parce qu'il y a toujours Fabrice Lucchini, mon cher Pascal, il y a dans cette sélection de meilleurs acteurs. Bah, c'est peut-être un comédien Il y a pour aussi- Bertrand Blier, d'ailleurs. Tout à Fabrice fait, tout Lucchini. à fait. Nicolas Duvauchel, qui est dans son jeu, on peut parfois le comparer à Patrick Devers. Ah, il était bien, il est formidable dans Je ne suis pas un salaud. Exactement. Gaspard Ulliel, qui a pas beaucoup de mots dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, donc tout ça est joué. C'est vraiment ça repose sur son jeu. Et à François Cluzet, et puis Omar Sy et évidemment Pierre Ninet. Donc Tu sais qui va gagner. c'est Cluzet qui va gagner. C'est le meilleur. C'est Cluzet qui va gagner. Parce qu'il joue pas. En médecin de campagne, il joue. Alors, si j'ai bien compris, il faut pas être trop intelligent, faut pas jouer. Donc finalement, t'es comédien, t'as rien à Non, mais faire, quoi. quand on Ou joue t'es un- ou t'es pas. Il y a des rôles où il faut pas jouer. Il joue un médecin de campagne, il faut pas qu'il ait l'air d'un acteur. Il a l'air d'un médecin de campagne. Il est top. C'est vrai. C'est vrai qu'il. Comme Vincent Lindon. Vincent Lindon peut avoir du génie. Oui. Il peut être emmerdant aussi, mais Bah, ils sont souvent. C'est un acteur intelligent, Vincent il est Lindon. un peu intelligent, il a des messages à délivrer, mais une fois qu'ils sont délivrés, c'est un bon acteur. Moi, je parie pour Cluzet. Et les films, meilleurs films, c'est quoi? Eh ben, meilleur film, il y a aussi toute la liste qu'on a vu. Divine, il y a Divine en plus. Et Divine, c'est un premier film, c'est un film qui avait remporté la caméra d'or d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Ouda Benyamina. Avec le fameux discours. Voilà, absolument, sur le pouvoir du clitoris, vous vous en souvenez. Meilleur film, meilleur premier film, c'est pas mal de se retrouver là. Elle était au Golden Globe, elle vend son film partout dans le monde. Et le mal de Pierre est pas dans la cour? Et Mal de Pierre aussi, et dans La course de Nicole Garcia, qui est un très joli film. Marion Cotillard et... Vous parliez du pouvoir du clitoris, Calmos. C'est pas moi qui en parle. Oui. Ouda... C'est plus que... Calmos, avec ce qu'on vient de vivre autour de Roman Polanski, ça peut vous faire sourire. Hein. Je vois pas le rapport. Il y a pas... C'est une autre époque. C'est une autre époque. Calmos. Pourquoi je termine juste sur Patrick Devers, parce qu'évidemment on va parler de Jacques Chirac et de Francis Joyon, mais forcément l'heure tourne. Donc un fauve, pourquoi vous dites un fauve? J'ai pas l'impression que c'est un fauve. Bah, parce qu'il avait quand même, il pouvait avoir des comportements un peu, comment dire, incendiaires, Patrick Devers. Hein. Je ne veux pas vous rappeler. Il avait frappé un journaliste du dimanche. Oui, ça entre autres. Il a cassé la figure à Julien Clerc aussi. Il y avait eu sur le début du tournage avec Juge Fayard, dit le shérif d'Yves Boisset, il y a une confrontation. Mais voilà, Patrick Devers, enfin, tel que moi je le perçois, avait aussi une violence.
Et donc cette violence, elle était des fois, je pense, pas contrôlable. Parce que je pense que rétrospectivement, avoir cassé la gueule à Patrice de Mussac, c'était pas quand même le meilleur truc qu'il ait pu faire. Puis il y a aussi cette histoire où il s'était pas battu, mais il avait, je pense que Bertrand Blier racontera mieux que moi, mais c'était un peu fâché avec Gérard Houry sur un film où La Carapate, où il avait rompu son contrat de façon abrupte. Donc il avait aussi à un moment donné une réputation de casse-pied aussi. Donc et voilà. Donc et c'est pour ça Info. En tout cas, on peut revoir voilà. ces films. La jeune génération, je ne sais pas si elle apprécie ou non ce comédien. Les acteurs, oui, la jeune génération d'acteurs est fan. Ah oui, fan. ça, je pense. Alors après, est-ce que la jeune génération hors du cinéma, c'est un autre problème? Alors vous pouvez voir évidemment Beau-Père, évidemment Série Noire, qui sont parmi les... Obligatoire, Série Noire. Voilà, c'est les... Tous les films de Blier obligatoires voilà, aussi. tous les films de Blier, bien Et sûr. Le Mauvais Fils. Et Mauvais Fils. Et Un Mauvais Fils. Alors, terminé par Un Mauvais Fils. Un Mauvais Fils, je trouve formidable. Mais tout le cinéma de Sautet, bien évidemment. Bon, Anne Fulda, on parle de Jacques Chirac, on l'a dit tout à l'heure. Quelle est cette drôle d'idée de mettre prix Nobel de la paix? Jacques Chirac, il est retiré depuis 2007, il est diminué, il est malade, et pourquoi concourrait-il? Alors, effectivement, ça peut faire sourire parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jacques Chirac, qui a failli épouser la carrière militaire quand il a servi en Algérie, qui a été dépeint comme un fanamili à l'époque, qui a repris les essais nucléaires en 1995. Fanamili, je le dis, c'est une vieille expression qu'on disait tout à l'heure, fanatique militaire. Fanatique militaire, oui, qui adorait tout ce qui touchait à la chose militaire, et donc qui a aussi repris les essais nucléaires en 1995. Donc effectivement, ça peut sembler surprenant. Alors en fait, c'est un petit groupe de ses amis, parmi lesquels deux ont eu un rôle un peu plus important et qui ont déposé une lettre juste lundi là au comité Nobel, qui sont Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, et Thierry Breton, qui est aujourd'hui ancien ministre de Jean-Pierre Raffarin, qui est aujourd'hui président d'Atos. Et donc en fait, ils sont dit qu'en fait, ils ont été surpris. Ils disent que c'est venu du constat de ce qu'est le monde aujourd'hui, de la violence du monde, qui est un monde qui a été rarement aussi dangereux, et qui se sont dit finalement aujourd'hui il n'y a plus personne qui porte un discours de paix. Et alors ils ont pris un certain spectre de l'action de la politique internationale de Jacques Chirac. Son action pour le multilatéralisme, son discours sur la diversité des cultures, l'égalité des cultures, qui s'est notamment traduit avec le musée du Quai Branly. Mais c'est pour 2017 ? Alors, ça serait une sorte de prix honoraire qu'il recevrait. Oui, ça serait un prix pour l'ensemble de son œuvre. C'est honoraire. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même c'est prix 2017. Non, vous proposez un nom, ça peut être 2017 ou ça peut être 2018, 2019. On ne sait pas quand. Enfin, on sait déjà pas. Il y a des noms qui sont proposés depuis 20 ans, Pascal. Oui, mais c'est toujours. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura. Premièrement, on ne sait pas s'il l'aura, et deuxièmement, on ne sait pas s'il l'aura cette année. Ça peut être l'année prochaine. Oui, mais c'est généralement pour une activité, c'est décerné. Ça veut juste dire un petit signe. On fait un petit signe Nobel comme ça. Eux l'ont conçu comme une espèce de reconnaissance de ce qu'a été son action en matière de politique internationale. On lui a demandé son avis. On l'a informé. Jacques Chirac, ce que je dis, il est tout à fait le même, il est tout à fait un autre. Donc, c'est ça qui est aussi étrange pour cette raison, je trouve. Oui, c'est étrange, mais alors, eux, ils ne s'attachent pas à ce qui peut apparaître comme un point de détail. Ils disent qu'en fait, on doit rendre hommage à ce qui a été finalement une action internationale qui a peut-être été sous-estimée et dont le point d'orgue a été évidemment sa position en 2003 pour de ne pas aller à la guerre en Irak. Exactement, et de ne pas suivre effectivement les États-Unis. Voilà. Avec le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Ils disent que c'est pas une réhabilitation de la politique, de ce qui a été la politique étrangère de Jacques Chirac. Néanmoins, ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, une relecture. C'est vrai qu'à l'époque, en 2003, il avait mis en garde sur certains dangers qui se sont avérés. Il y a une chance ou pas ? Je pense qu'il a une chance, mais bon, je connais pas la composition du comité Nobel, mais je pense qu'il a une chance. C'est pas le seul chef d'État qui a reçu cette distinction. Non, Barack Obama l'a eu. C'est le dernier Barack Obama peut-être ? Non, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Il y a eu Rabin et Arafat. Il n'y a pas de président français qui ont eu le prix Nobel de la paix. Il y a très longtemps, je n'ai pas vérifié mes fiches sur les présidents français, je pense qu'il était président du
conseille peut-être Aristide Briand, mais je suis pas Oui. sûre. Donc effectivement, mais dans les présidents de la 5e, personne n'a été... Président de la 5e, non. Bon, Aucun écoutez, Français. Voilà. C'était intéressant en tout cas d'écouter, de Oui, alors ça peut être une décrypter manière avec vous. de boucler la boucle, parce que Chirac qui a commencé en vendant l'humanité devant l'église Saint-Germain. Voilà, mais c'est vrai que ça peut sembler singulier. Après, eux, c'est une manière peut-être de rendre hommage et quand même s'ils refusent de dire ça, je pense que c'est quand même une manière de réhabiliter les 2 mandats de Jacques Chirac et son action en politique internationale globalement, quoi. Vous votez, Bertrand Blier? Oui. Ah, ça, c'est bien. Je vous voyais pas voter, c'est marrant. Mais pourquoi il ne voterait pas? Parce que je trouve qu'il y a un côté anard parfois. Ah, mais je suis pas du tout anard. Non, j'ai toujours voté, oui. Enfin, les primaires, je me suis abstenu quand même, le premier tour. Et là, vous allez voter donc? Au 2e tour? Non, au 2e tour, je n'osais pas vous poser la question. Non, honnêtement, je me la pose. Je suis pas passionné, là. Mais il faut voter à la vraie élection. Là, oui. Hitler connaît pas, c'était votre premier film? Oui, il y a très longtemps. Oui. C'est un film politique. Pas du tout. Générationnel. Voilà. Sur les enfants qui n'avaient pas connu la guerre. Francis Joyon, 8h49. Il est arrivé, trophée Jules Verne. Quelle place a cet exploit dans la vie des voileux? Alors c'est le record absolu de vitesse à la voile autour du monde de Ouessant à Ouessant, en équipage. C'est un record mythique. Le trophée Jules Verne a été fondé par Florence Artaud et d'autres marins, Jeanne Ruguidel, Titouan Lamazout dans les années 90. Et depuis Bruno Perron en 93, qui était le premier à le battre en 79 jours, on a toujours amélioré le fameux tour du monde en 80 jours de Jules Verne avec Phileas Fogg, le flegmatique Phileas Fogg. Et aujourd'hui, donc 40 jours, donc c'est la moitié de 80 jours. C'est hallucinant. Je viens d'avoir Loïc Perron, qui était le détenteur jusqu'à il y a 3 minutes, enfin une quinzaine de minutes du record. Il a clairement dit que c'était déjà génial parce qu'un record est fait pour être battu, mais surtout que les enchaînements météo incroyables se sont donc enchaînés et donc la météo n'a jamais été aussi extraordinaire que sur ce record, avec en permanence des dépressions, et à chaque fois le trimaran Idexport était en avant des dépressions et se faisait porter par ces dépressions jusqu'à des vitesses hallucinante entre le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique du Sud et le cap Lewin au sud de l'Australie, 10 jours à 36 nœuds de moyenne, c'est-à-dire à peu près 60 km/h de moyenne à la voile sans moteur. C'est hallucinant. Donc tout ça, ça veut dire que même la remontée de l'Atlantique, qui en général est périlleuse avec l'anticyclone de Sainte-Hélène, le fameux poteau noir avec ses calmes légendaires, etc., chaque fois, ils ont eu les bonnes conditions. Mais c'est le même itinéraire que le Vendée Globe? Rien à voir. C'est le Tour du Monde aussi. C'est le Tour du Monde, sauf que le Vendée Globe, c'est une course. On part un jour donné. Donc là, c'était le 6 novembre. Le record, le trophée Julien, on décide du jour. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le même itinéraire. Non, on part de Ouessant, les Sables d'Olonne, c'est un peu plus bas. Donc le parcours est... attendez, d'accord. Un tour du monde, ça veut dire quoi, un tour du monde à la voile? C'est le tour du monde par les 3 caps d'est en ouest. Donc on part d'Europe et on contourne les 3 caps. La différence avec le Vendée Globe, c'est que le Vendée Globe, on a installé un périmètre, un mur des glaces, pour ne pas que les bateaux descendent trop près de l'Antarctique, pour éviter les accidents qu'on a eu, des naufrages dans les premiers Vendée Globe. Donc là, la liberté est totale. Le trophée Julien, tout est libre. La taille des bateaux, le format des bateaux, multicoques, monocoques, on peut partir avec un bateau de 3 mètres comme un bateau de 50 mètres. Tout est possible. Le Vendée Globe, c'est 18 mètres 28. Les bateaux ont tous exactement la même taille. Mais là, c'est un équipage. Là, c'est un équipage. Alors, 6 à bord. Alors, ce qui est très intéressant par rapport au record de Loïc Perron de 2012, Loïc avait un bateau, un trimaran de 40 mètres. Ils étaient 14 à bord. Aujourd'hui, Francis Joyon n'a que 5 équipiers, ils sont 6 à bord sur un trimaran de 31 mètres. Ce qui veut dire, la question a été posée donc à Loïc quand je lui ai au téléphone, comment fait-on pour aller plus vite avec moins d'hommes et un bateau plus petit? La réponse de Loïc, c'est la météo et uniquement la météo. Ouais, mais il n'est pas très sympa, Loïc Perron, de dire c'est la météo qui fait le record, lui. Non, la météo parce que ils avaient exactement le même routeur. Alors pour le Vendée Globe, on n'a pas le droit au routage, c'est sans assistance, c'est clair. Pour le trophée Jules Verne, on a un routeur à terre. Là, c'est un Néerlandais qui s'appelle Marcel Van Triest, un sorcier de la météo qui a routé les plus grands. Voilà, à l'époque de Olivier de Kersauzon, Olivier de Kersauzon allait chercher un routeur américain qui s'appelait Bob Bryce. Donc c'était vraiment des vrais gourous. Donc ce routeur a su leur donner les portes d'entrée et à chaque fois avec une visibilité à 10 jours. On peut jamais aller au-delà de 10 jours de prévision. Donc ce routeur, 10 jours, c'est très, très compliqué. Oui, mais après, le jour du départ, on sait qu'on a 10 jours favorables. On descend de Ouessant plein pot jusqu'à l'équateur. 10 jours, ça c'est réglé. Mais après, c'est la roulette russe.
On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, Bon. tout est possible. Là, c'est des images. Vous vouliez J'ai une dire question, oui. Est-ce que je veux juste poser, est-ce qu'il n'y a pas une petite banalisation des performances? Parce que là, on a l'impression qu'il y a 3 records consécutifs et on a du mal à cerner. Je me rappelle, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai l'impression que tout était un peu... Ah, c'était mieux avant. Hein. Non, c'est pas mieux avant. Non, moi je suis d'accord avec vous de toute façon. Là, je trouve que Le c'est ramassé, cinéma, donc Patrick on a du Devers, mal à- Patrick Tabarly, c'était mieux avant. À voir à quoi ça correspond, en fait. On sait plus trop. Alors, je suis d'accord pour le grand public béotien, c'est un peu compliqué, Oui, comme moi, mais hein, c'est je aussi connais. le signe que la voile, ça marche. Oui, c'est pas... Oui. On a de plus en plus de partenaires qui comprennent qu'il y a un retour sur investissement énorme, que c'est grand public, que ça fait rêver, que c'est des valeurs, Oui, on en parlait. c'est les valeurs surtout. Voilà. Au-delà de ça fait rêver dans ce monde parfois. Bon, là, il y a une Bien image sûr. d'intégrité. Ah, puis de Francis Joyon, pureté, c'est un marin de- qui vient d'Eure-et-Loire, de la ville de Hanche, un Aurélien qui s'est fait tout seul, Ouais, parce qu'il y a qui a pas été beaucoup- viré par son sponsor il y a pas beaucoup à l'époque d'océans dans les en années Aurélien. 90, qui a retrouvé des sponsors petit à petit, qui a bricolé, qui a fait à chaque fois de la récupération de pièces pour forger ses bateaux. C'est un mec exceptionnel, c'est un peu le Tabarly des années 2017. Oui, mais je comprends la question. Il n'a pas la place dans les médias qu'avait Tabarly, ni cette image incroyable qu'avaient les marins. Alors, on cite les Coville, hein, 49 jours et 3 heures. 49.3, 49 jours, 3 heures. 49.3, oui, bien joué. Le Cléache, 74 jours, ça c'est le Vendée Globe. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a 3 records qui sont tombés en même temps. Fabuleux hiver. Bon, bah écoutez, bravo. Vous aimez la voile? Pas trop, non. Vous avez pas le C'est pied. beau avoir 2 minutes au journal de 20 heures, quoi. Oui. Voilà. Vous n'êtes jamais monté sur un bateau. Si, Mais ça. j'étais malade. Bon, on termine traditionnellement notre émission. Il faut que vous reveniez. Quand vous voulez. Ah, C'est une bonne heure, ça. Ça fait lever un peu tôt. Un peu tôt, vous. Enfin, je suis écrivain, moi, j'ai aucune raison de Et quel écrivain? j'ai aucune raison de me lever à 7 heures. Vous écrivez tous les jours? J'y pense. C'est déjà demain. On termine toujours notre émission par C'est déjà demain. Et on demande à nos invités le programme qu'ils vont faire ces prochaines heures. Anne Fulda. Les prochaines heures, d'habitude, c'est les prochains jours. Ou Alors, moi, je vais prochains dire, jours. pour la journaliste politique que je reste quand même, va regarder quand même avec attention le résultat de ces fameuses primaires de gauche Oui. qui risquent d'avoir quand même une influence sur le visage de la présidentielle. Donc c'est toujours. Alors parfois c'est sérieux, parfois c'est Ouais, plus là, personnel. je reste vous voyez, sérieux, donc ouais, là, pas bon. toujours, mais- Rémi, Eh ben, je travaille sur Radio Classique, donc je vais aller assister ce soir à un concert du grand pianiste russe Boris Berezovsky, qui est une star mondiale à la Fondation Louis Vuitton. Voilà. Un beau programme. Voilà, C'est déjà demain. les prochaines heures, je vais lire de la bande dessinée, puisque c'est Ah oui, à Angoulême, Angoulême. 44e édition, formidable. Beaucoup de femmes, on met à l'honneur les ah femmes. oui, cette parce que année. l'année dernière il y avait eu un L'an dernier, problème, il n'y c'était avait un peu pas le de femmes. scandale. Donc, hein, voilà. bon. Enfin, il y avait beaucoup de femmes, mais elles n'étaient pas mises à l'honneur. Angoulême va se rattraper. Enguerrand, c'est déjà demain. Et ben moi je vais tranquillement manger et aller prendre mon train pour Aix-en-Provence. J'habite Aix-en-Provence. Oui, ça, c'est donc effectivement. très Bon. Bertrand Blier, vous allez rentrer chez vous, vous allez écrire un dialogue. Je vais essayer de trouver 2-3 heures dans la journée pour écrire. Et vous écrivez. Pas parce que souvent on est attaqué par des nuisances. Quand on a des enfants, des choses comme ça, Oui. c'est difficile de se trouver parce que quand on écrit 2 heures, il en faut 4 avant pour se préparer, pour se mettre dans le trip. Donc voilà, et c'est ma vie de tous les jours. Et vous écrivez plutôt un roman ou un non. scénario? Film. Le film sur lequel vous travaillez et qui pourrait être produit ces prochains mois. Que je vais faire l'année prochaine, oui. Qui est l'adaptation d'un de vos romans. Non, ça c'en est un autre. J'en ai plusieurs. Ah oui, Alors je vois moi, j'étais sur ce lequel, projet-là. je vois lequel va se faire. Eh ben on ira. Mais oui, je vous attends. Et vous reviendrez. Oui. Mais on peut pas venir le soir, non? Parler foot. Non, mais le foot, ça vous intéresse pas. Si, ça m'intéresse plus que la voile, quand même. Bon, franchement, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci à Stéphanie Chardavoine, comme tous les matins, à Marine Lançon, à Claudie Jacquin, à toute la régie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous, Bertrand Blier, qu'on voit assez rarement finalement sur les plateaux. Et c'est bien parce qu'ici on a de l'espace. Pour tourner? Bah, pour tourner peut-être, mais pour vous écouter surtout. Oui, mais je suis pas un grand communicant. Hein. Je suis très à l'aise avec un stylo, mais devant un micro, moins. Il y a de la communication non verbale. Pardon? Il y a de la communication non verbale. Oui, là, juste la présence. On met le mec et il bouge pas, il dit rien. Elle Il existe. fait la gueule. Vide comme un comédien. Vous êtes parfait. Un acteur. Vous êtes parfait. L'info se poursuit sur iTélé. Merci à tous.